De nous avoir. Bon, monsieur le directeur général, merci d'avoir accepté, non pas notre convocation, mais notre invitation, bien entendu, à venir débattre avec nous donc de ces problèmes d'emploi artistique. Donc, alors pour nos collègues que j'accueille avec grand plaisir, donc je rappelle que monsieur Vincent Destival est directeur général de l'UNEDIC, qu'il est accompagné de monsieur Jean-Paul Domergue, directeur des affaires juridiques, et de monsieur Pierre Cavard, directeur des études et des analyses. Et, messieurs, bon, vous connaissez tout à fait le fondement de notre mission, je n'y reviendrai pas, vous êtes suffisamment spécialisés en la matière pour que je n'ai pas à revenir sur ce fondement. Ce que je crois qu'il serait intéressant, c'est que bon, vous nous fassiez librement part de votre expertise donc sur le régime d'assurance chômage des personnels dits intermittents du spectacle, que vous nous disiez selon vous quelles en sont les principales caractéristiques, quelle tendance est en train de suivre, et ce depuis quelques années, ce régime si spécifique, et puis peut-être quelles sont d'après vous les options qui sont actuellement sur la table en vue de la renégociation de la convention d'assurance chômage, dont nous ne voulons pas que ce soit notre préoccupation principale, mais donc néanmoins nous sommes tenus de faire une priorité de notre réflexion. Alors je vous propose, monsieur le directeur général, que vous nous fassiez à tous les trois, j'imagine, un topo qui ferait une vingtaine de minutes, et après, le rapporteur d'abord, et puis nos collègues ensuite, pourraient vous interpeller sur les sujets qu'ils pourraient souhaiter voir approfondir. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Assez proche, d'accord. Très bien. Bon, écoutez, donc, comme vous le souhaitez, j'ai essayé de faire un propos liminaire en essayant de répondre aux questions que vous nous avez adressées et dont je vous remercie. Peut-être juste en termes de méthode, avant de rentrer dans le sujet, voilà, préciser un peu le cadre de notre intervention. Nous intervenons ici comme gestionnaire du régime d'assurance chômage, sachant que les partenaires sociaux veillent à bien distinguer le rôle des négociateurs et le rôle des gestionnaires. Et donc l'éclairage que je serai en mesure de vous apporter avec Jean-Paul Domergue et Pierre Cavard est un éclairage du point de vue du gestionnaire. L'UNEDIC n'est pas le lieu de la négociation, même si le diagnostic, j'en ai bien conscience, est absolument indispensable pour bien permettre de construire des réglementations pertinentes. Et donc on est bien un observatoire de la mise en œuvre de ces réglementations. Je vais commencer mon propos en partant d'une analyse économique et financière du secteur culturel, pour ensuite aborder des questions d'ordre juridique, des questions d'ordre liées à la régulation un peu générale de l'emploi dans le secteur culturel, aborder des problématiques que vous souhaitiez autour de la fraude et des dérives. Voilà, et puis ensuite il y a quelques questions d'actualité aussi auxquelles j'essaierai d'apporter une première réponse avant d'approfondir. Alors, vous nous aviez, dans les questions que vous aviez adressées, je vais commencer par là. Il y en avait une qui était de se dire, au fond, si on regarde le secteur culturel dans son ensemble, quelles sont ses relations avec l'assurance chômage. Hein, donc, sortons un peu de la vision des annexes 8 et 10, sujet par lequel on a l'habitude d'entrer couramment, pour avoir une vision un peu générale. C'est des exercices qu'on fait avec beaucoup de prudence parce que le régime d'assurance chômage est un régime de solidarité interprofessionnelle. Donc une analyse secteur par secteur ne doit pas a priori conduire à remettre en cause cette nature de solidarité interprofessionnelle. Néanmoins, compte tenu des spécificités des annexes 8 et 10, c'est évidemment une question
qui est complètement légitime. Je précise que nous vous adresserons à l'issue de l'audition un certain nombre de fiches où vous aurez l'ensemble des chiffres sur lesquels je vais m'appuyer dans ma présentation. Donc si on regarde un peu l'équilibre de l'assurance chômage sur le champ du secteur culturel et sur le champ global de l'économie française, sur la base de données de l'année 2011, mais je ne pense pas que ce soit très différent si on actualisait les chiffres sur l'année 2012, pour laquelle on a encore assez peu de recul. On avait globalement sur l'ensemble de l'assurance chômage des recettes de 31 milliards d'euros et des dépenses d'allocation de 27,4 milliards d'euros. Donc un solde positif entre les recettes et les allocations de 3,7 milliards d'euros, ce qui ne veut pas dire que l'assurance chômage était bénéficiaire en 2011, puisque cet excédent sert notamment à financer Pôle emploi dans ses missions et également à prendre en charge l'adhésion des chômeurs indemnisés au régime de retraite complémentaire. Voilà, donc sur l'ensemble, un solde positif de 3,7 milliards. Sur le secteur du spectacle, un solde négatif de 860 millions d'euros, qui est dû uniquement aux annexes 8 et 10, donc solde négatif de 860 millions d'euros, et un solde équilibré sur les autres emplois du secteur culturel. Donc la question qui se pose évidemment, c'est pourquoi dans le secteur culturel on a un solde négatif alors que sur l'ensemble de l'économie on a un solde positif. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première, au-delà même de la question des intermittents, c'est que le recours au contrat à durée déterminée est plus développé dans le secteur culturel que dans les autres secteurs de l'économie. On a dans l'ensemble de l'économie un recours au CDD qui est autour de 13%. Dans le secteur audiovisuel diffusion, on est à 26%. Dans le secteur art, spectacle, activité récréative à 41%. Et ce qui est important de noter également, c'est que évidemment le contrat à durée déterminée est une pratique courante dans les emplois qui relèvent des annexes 8 et 10, mais même sur les autres types d'emplois, les emplois supports, je dirais, des activités culturelles, le recours au contrat à durée déterminée est également plus élevé que dans le reste de l'économie. On est au cœur de notre sujet là. Quand vous dites le solde négatif de 860 millions, c'est sur les annexes là. Et après, vous avez dit que c'était équilibré à un moment. C'est pour ça que là, on est au cœur de. Quand vous dites alors je continue les précisions. Quand vous dites le recours au CDD, il y a le recours au CDDU, donc 8 et 10, mais il y a une petite fraction sur l'annexe 4. Il faut nous dire si là vous distinguez ou pas. Enfin, je suis désolé, mais je pense que, pour tout le monde, là, c'est très précis, quoi. Alors, excusez-moi, je vais essayer d'être plus précis encore. Donc, les chiffres précis sur l'ensemble du secteur culturel. Les recettes. C'est là, ça veut dire quoi c'est là, c'est ça qui est. C'est quoi l'ensemble du secteur culturel? Oui, parce que tout se joue là. En fait, là, c'est les secteurs de la nomenclature d'activité recouvrant tout ce qui est art, spectacle et activités récréatives, ainsi que édition, audiovisuel et diffusion. Pas confondu quand vous dites. Donc ceux qui sont en CDI, ceux qui sont en annexe 4, voilà. Et là. Donc sur l'ensemble de ce secteur, les recettes perçues par l'assurance chômage sont de 470 millions d'euros et les dépenses d'allocation pour des salariés dont le dernier emploi était dans ce secteur, les dépenses d'allocation sont de 1,3 milliard d'euros, donc un solde négatif de 860 millions d'euros.
Comme on connaît, excusez-moi, mais comme on connaît les autres chiffres, ça veut dire que quand même, je sais pas, à la louche, 80% c'est les annexes. Mais ce qui me paraît bizarre, ça veut dire qu'il y aurait quand même peu de personnes en CDI. Alors, 470 millions d'euros de recettes. Les annexes 8 et 10, on est de l'ordre de 250 millions. Hein. Enfin, donc ça veut dire que les autres apportent que 200 millions. Alors c'est vrai. Vous pouvez nous redire c'est plutôt pour ceux qui nous regardent, mais le taux de cotisation, puisque c'est un secteur où il y a déjà des cotisations modulées, je ne sais pas si je dois le dire comme ça. Mais... donc le taux de cotisation, effectivement, dans le secteur du spectacle et de... Enfin, non, le taux de cotisation pour les annexes 8 et 10, pour être précis, est de 10,8%, qui se répartit... Jean-Paul? Exactement. 2 fois 5,40, hein, 5,40%. Non, alors, en fait, il y a deux cotisations, deux contributions. Il y a la contribution qui correspond, enfin, qui est censée correspondre au financement du dispositif de droit commun, si vous voulez, et une cotisation additionnelle qui est censée financer les spécificités de ces annexes. L'ensemble, donc, elle est fixée, celle de base, à 5,40, et elle est en quelque sorte doublée par la... Parce que 5,40, c'est pas c'est 6,40 le taux général. Effectivement, aujourd'hui, la cotisation globale est 6,40, mais les annexes 8 et 10 sont restées sur la référence d'une convention antérieure, qui est celle de 2006. Et il n'y a pas eu d'évolution, si vous voulez, depuis. Et la répartition patronale salariée? Alors, sur l'ensemble, donc, elle est égale à 7% pour les employeurs et à 3,8% pour la partie salariale. Pardon, merci. Alors, Marcel Rogemont. Oui, excusez-moi parce que là on vous coupe incessamment, mais c'est parce que on a du mal effectivement à avoir une vision de l'emploi culturel dans son ensemble par rapport à l'emploi culturel qui est dans le système de l'intermittence. Vous nous indiquiez à l'instant que le total des recettes du secteur, compte tenu de la nomenclature que vous avez, était de 470 millions d'euros. Par ailleurs, des nombres qui nous ont été donnés, non pas par l'UNEDIC, hein, on est bien d'accord, hein, laissaient entendre que sur les annexes 8 et 10, les cotisations étaient de l'ordre de 240 millions. Ce qui laisse entendre que, quand j'enlève le dispositif de l'annexe 8 et 10, 240 millions des 470 millions qui couvrent l'ensemble du secteur, il ne nous reste que 230 millions. À titre personnel, probablement parce que je n'ai pas une connaissance exacte des choses, je trouve que ça ne fait pas beaucoup, hein, puisque on touche quand même l'ensemble du secteur audiovisuel. Bon, il y a quand même des emplois de temps en temps, hein, que ce soit sur TF1, que ce soit sur Canal+, ou que ce soit sur France Télévisions. De temps en temps, il y a des emplois permanents. Et puis, quand on touche le secteur culturel, même si c'est public, et peut-être que ça ne touche pas, puisqu'il y a une part des emplois culturels qui sont dans les collectivités territoriales, je pense à des opéras ou à des orchestres, etc. Enfin bref, il n'en reste pas moins que 230 millions, comme ça me paraît peu au regard des cotisations touchées dans le cadre des annexes 8 et 10. C'est-à-dire que le poids relatif des deux me paraît disproportionné par rapport à l'image que je peux avoir moi-même, hein, mais qui n'est peut-être pas la bonne. Hein. Alors, effectivement, Alors, Monsieur Cavard. On n'a pas les chiffres en nombre d'emplois. Hein. On a regardé vraiment nous les chiffres en termes de recettes de contribution. Mais effectivement, il faut tenir compte de l'écart de taux entre les annexes 8 et 10, qui est quasiment le double
pas tout à fait, mais quasiment le double par rapport aux autres types d'emplois. Donc comme on a des recettes, je dirais, qui sont quasiment au même niveau entre celles qui sont liées aux annexes 8 et 10 et celles qui sont liées aux autres types d'emplois, ça doit vouloir dire que, en termes d'équivalent temps plein, on est sur un tiers d'intermittents et 2 tiers d'autres types d'emplois, quoi. Mais c'est sans doute à vérifier. C'est des données qu'on peut sans doute regarder. Et dans notre réponse, on ne l'avait pas regardé jusqu'à présent, mais comme on avait prévu de vous envoyer des fiches comme support à cette intervention, on va rajouter ça dans les données qu'on avait prévu de vous adresser. Voilà, donc, si vous voulez poursuivre, peut-être. D'accord. Voilà, donc néanmoins, je crois que ce que je voulais mettre en évidence, c'est que sur le secteur culturel, tous emplois confondus, on sait bien qu'il y a un déficit sur les annexes 8 et 10, tous emplois confondus, ce déficit reste au même niveau. C'est-à-dire que les emplois permanents ne viennent pas atténuer le déficit, enfin les emplois hors annexes 8 et 10, pour être plus précis, ne viennent pas atténuer le déficit des annexes 8 et 10. Alors, donc je disais, premier élément qui me paraît important, c'est qu'on se pose la question de la durée des contrats, évidemment dans le champ des annexes 8 et 10, donc dans le champ des métiers, d'abord des métiers relevant des professions culturelles, donc des professions couvertes par les annexes 8 et 10. Et là, il est vrai que sur ces métiers-là, c'est le ministère de la Culture qui le dit dans une étude récente, 80% de l'activité est assurée par des intermittents, donc relevant des annexes 8 et 10. Mais cette même étude du ministère de la Culture, je crois que c'est important de le souligner, relève que sur les emplois qui ne relèvent pas du champ des annexes 8 et 10, là également, il y a une utilisation des contrats à durée déterminée qui est importante. En gros, 40% des postes sont des postes en contrat à durée déterminée, alors que la moyenne de l'ensemble de l'économie française est de 20%. Et si je pose ce constat-là, c'est parce que ce qu'on constate plus globalement dans la structuration des grands équilibres financiers de l'assurance chômage, c'est qu'on a un déséquilibre de l'ensemble, de la balance recettes-dépenses d'allocation de l'assurance chômage pour les contrats de courte durée, ce qui est normal parce que le risque de chômage pour les CDD il est évidemment plus important que pour les CDI. Le CDI est fait pour ça. Donc peut-être quelques chiffres. Si on regarde donc le ratio entre les dépenses d'allocation et les recettes par type de contrat, alors c'est des évaluations qu'on a faites, c'est pas comptable, c'est pas pur, enfin ça donne des ordres de grandeur. Sur les intérimaires, on a des dépenses qui font 2,8 fois les recettes. Sur les contrats à durée déterminée, on a des dépenses qui font 3,3 fois les recettes. Et sur les annexes 8 et 10, on a des dépenses qui représentent 5,2 fois les recettes. Donc on a ce déséquilibre entre les dépenses et les recettes pour l'ensemble des formes de contrats de durée limitée, phénomène qui est exacerbé pour les annexes 8 et 10. Voilà, donc ce qui pose évidemment des questions de spécificité des règles sur lesquelles je vais venir. Alors, il y avait, avant d'arriver à la spécificité des règles, il y avait quand même une question qui avait été posée et qui, semble-t-il, s'intègre bien dans cette problématique un peu d'analyse économique globale, qui est, et si on appliquait sur les annexes 8 et 10 les règles du régime général, enfin la question qui a été posée c'est celle de l'annexe 4, mais pour nous l'annexe 4 c'est une composante du régime général, contrairement aux annexes 8 et 10 qui ont vraiment des règles dérogatoires. On a fait ce travail de simulation, alors qui est un peu fragile parce que la manière dont on interprète les règles du régime général sur les annexes 8 et 10, bon, il faut faire des hypothèses. Donc on a fait les hypothèses qui nous semblaient les plus raisonnables possibles. Et ce que fait ressortir cette simulation, c'est que si on appliquait les règles du régime général aux annexes 8 et 10, ça devrait générer une économie aux alentours de 300 millions d'euros, ce qui corrobore un peu les ratios que j'évoquais tout à l'heure, où on a un ratio dépenses sur recettes de 5 pour les annexes 8 et 10 et de 3 pour les autres formes de contrats à durée limitée. Voilà, donc 300 millions d'euros sur un déficit, je vous rappelle, qui est de 1 milliard d'euros pour les annexes 8 et 10.
Alors, Excusez-moi, j'ai pas bien compris ce que. Comment vous concevez ça, dire j'ai pas bien compris l'exercice. C'est d'appliquer le dispositif d'indemnisation. D'accord. on a simulé une application. Hein, non, c'est pour ça que je dis il faut le prendre avec. Pour ça que je mettais un peu de modes d'approche pour se corroborer l'un l'autre. Premier mode d'approche, on a essayé de simuler l'application des règles du régime général sur les périodes d'emploi des intermittents et les périodes de chômage, ce qui ne serait pas sans générer des effets de comportement. Enfin bon, voilà, donc c'est pour donner. Ce n'est pas une proposition du rapporteur pour. C'était une question que vous aviez posée, donc on a essayé d'y répondre. Voilà, donc l'évaluation serait autour de 300 millions d'euros, donc un tiers du déficit, ce qui corrobore, comme je disais, l'écart entre le rapport entre les. Mais quand vous dites on applique donc vous dites on réduit le déficit de 300 millions, mais donc vous avez appliqué le dispositif général en dépenses, mais en recettes aussi, ou vous avez gardé. Ah oui. Ah oui, il faudrait le faire en dépenses et en gardant et garder le système de recettes. Enfin, non, mais je comprends bien le sens de l'exercice, mais bon, d'accord. Non, non, mais pour que ça soit bien clair, à quoi, d'accord. Hmm. Oui, t'as raison. Bon, donc sur le cadre juridique, je pense qu'on peut aller relativement rapidement sur les spécificités des annexes 8 et 10. Je pense que vous connaissez bien ça. Enfin, je réinsiste sur le fait que le parallélisme qu'on peut être tenté de faire entre les annexes 8 et 10 et l'annexe 4 est un parallélisme voilà, qui juridiquement ne tient pas complètement, dans la mesure où l'annexe 4, c'est un mode particulier de mise en œuvre des règles générales sur des emplois de type particulier, alors que les annexes 8 et 10 sont des règles dérogatoires par rapport au régime général. Donc, en quoi sont-elles dérogatoires? Sur 4 points importants. Le premier qui est les conditions d'activité requises. On regarde la période de référence sur 10 mois, mais néanmoins avec la possibilité de la prolonger. Dans le régime général, on a une période de référence de 28 mois, je vous le rappelle. L'élément sans doute le plus significatif, c'est la durée d'indemnisation, qui est forfaitaire dans le cas des annexes 8 et 10, alors que dans le régime général, un jour indemnisé donne droit à un jour de travail donne droit à un jour indemnisé à partir du moment où une personne a travaillé au moins 4 mois pendant la période de référence. Aujourd'hui, on a des références de travail pour les intermittents qui sont en moyenne autour de 4 mois, ce qui veut dire qu'ils ont droit à 8 mois d'indemnisation pour 4 mois de travail, alors que dans le régime général, ils auraient droit à 4 mois d'indemnisation pour 4 mois de travail. Ensuite, on a des différences aussi sur le calcul de l'allocation minimale, qui est plus élevé dans les annexes 8 et 10, un peu plus de 31 € pour les annexes 8 et 10 par rapport au régime général, 28 €, un peu plus de 28 €. Et enfin, le mode de calcul de l'allocation lui-même, qui est également différent et qui tient compte de la durée du travail, qui tient compte du salaire minimum. Enfin voilà, une règle de calcul qui est complètement différente de celle appliquée par le régime général. Dans les questions que vous nous aviez adressées, il y avait 2 questions complémentaires d'ordre juridique. La première sur les règles de coordination entre les annexes 8 et 10 et le régime général. De ce point de vue-là, les partenaires sociaux ont souhaité, compte tenu de ce caractère dérogatoire des règles concernant les annexes 8 et 10, ne prendre en compte dans le calcul des droits à l'indemnisation au titre des annexes 8 et 10 que les périodes de travail relevant de ces annexes. Donc c'est vraiment exclusivement ces périodes-là, pour ne pas intégrer dans le calcul des périodes qui donnent droit normalement à d'autres types de calcul d'allocation. Et du coup, la question complémentaire sur comment s'articulent ces différentes règles. Donc, premier niveau, évidemment, on va regarder si les intermittents peuvent relever des annexes 8 et 10 et donc ont les références de travail suffisantes pour intégrer les annexes 8 et 10. À défaut, deuxième niveau, on va regarder s'ils peuvent relever du régime général
Et donc là, on va prendre en compte l'ensemble des périodes de travail, qu'elles relèvent des annexes 8 et 10 ou d'autres types d'emplois. Troisième niveau, on va regarder s'ils peuvent relever du fonds de professionnalisation, l'objectif étant de les maintenir dans ce champ des annexes 8 et 10 avec la prolongation par le fonds de professionnalisation, l'allocation de professionnalisation et de solidarité. Et enfin, joue la clause de sauvegarde, hein, c'est une des questions que vous vous posiez, la clause de sauvegarde qui dit que si une personne a travaillé au moins 610 heures dans la période de référence, donc dans les 28 derniers mois, on lui allouera une allocation minimale dans la mesure où elle ne relève pas des 3 cas précédents. Donc c'est vraiment une clause de sauvegarde au sens où ça garantit un niveau d'allocation à partir du moment où on n'est pas en capacité d'appliquer une règle de calcul de l'allocation journalière qui relève soit du régime des annexes 8 et 10, soit du régime général, soit de l'allocation de professionnalisation et de solidarité. Voilà pour les... C'est peut-être le moment de poser cette question-là quand vous avez posé aussi. Je n'ai pas bien compris des témoignages où vous attestent qu'il y a des personnes qui basculent en annexe 4. Alors comment ça s'inscrit là dans ce que vous venez de nous décrire? Et qui... Bien, comme le disait M. Estival, donc, on examine les droits au titre des annexes 8 et 10. Lorsque les conditions ne sont pas réunies à ce titre, on examine les droits dans le cadre de l'assurance chômage, soit dans le cadre du règlement général ou de l'annexe 4, selon la situation. C'est dans cette hypothèse que l'intéressé peut être éligible à l'annexe 4. Mais alors là, vous lui proposez ou... Il a, dès lors qu'il y a une... Pardon. Oui, dès lors qu'il y a une demande d'allocation, on regarde les éléments qui sont d'appréciation de la situation de l'intéressé. Si les éléments d'appréciation nous permettent de conclure qu'il n'y a pas de droit à l'annexe 8 et 10, mais il y a des droits à l'annexe 4, les droits sont ouverts à l'annexe 4, compte tenu de la demande qui a été faite, sans démarche supplémentaire. Monsieur Destival, est-ce que vous avez terminé le propos ou... Alors, il y a encore 2-3 points que je voudrais aborder. Vous aviez des questions sur le bilan des dernières réformes. Donc, je voudrais d'abord souligner le fait que, effectivement, les partenaires sociaux ont cherché depuis un certain temps à réformer ce régime des annexes 8 et 10 en respectant d'une part sa spécificité et d'autre part en l'encadrant le mieux possible pour définir son champ d'application. Si on regarde ce qui s'est passé, l'évolution à la fois de l'équilibre financier, des entrées dans le régime d'assurance chômage des annexes 8 et 10 depuis les réformes qui ont eu lieu au début des années 2000, en 2003, en 2006, on peut faire un certain nombre de constats. Donc on vous adressera les informations plus détaillées. Le premier point, c'est que le rapport financier entre les dépenses et les recettes s'est amélioré suite aux dernières réformes. Il était de 8 euros dépensés pour 1 collecté en 2002. On a aujourd'hui un ratio de 5 pour 1. Donc la balance financière s'est améliorée. Autre élément positif de ces dernières réformes, c'est un ratio aussi qu'on regarde, qui est l'équilibre entre les salaires et les allocations chômage dans le revenu des intermittents. On a un ratio qui s'est légèrement amélioré, puisque la part des salaires était de 54% en 2005, il est aujourd'hui de 57%. Donc on a plutôt une tendance à l'amélioration de ce ratio. Sur les autres points d'évaluation des impacts, on est plutôt sur des situations, je dirais, de neutralité. Le nombre des entrées se situe aujourd'hui au même niveau qu'il était en 2003. Ça fluctue d'année sur année, mais en moyenne, le nombre d'entrées n'a pas beaucoup évolué depuis 2003.
avec des évolutions néanmoins assez différenciées selon les annexes, puisqu'un nombre d'entrées qui augmente significativement sur l'annexe 8, alors que les entrées ont plutôt tendance à se réduire dans le cadre de l'annexe 10. Il y avait aussi un objectif qui pouvait être recherché par les dernières réformes, qui était de limiter les nouvelles entrées dans le dispositif des annexes 8 et 10. Et de ce point de vue-là, il y a eu effectivement un effet de réduction des nouvelles entrées en 2004. Et depuis 2004, on a une situation qui est stabilisée. Voilà, donc depuis ces dernières évolutions, on a depuis ces dernières réformes, plutôt des évolutions qui vont dans le sens de ce qui était recherché par les partenaires sociaux au moment où ces nouvelles règles ont été définies. Ensuite, je voudrais insister sur le fait que la question que vous vous posez nécessite d'avoir une vision globale de la problématique. C'est comme ça que j'ai commencé mon propos. Je voudrais aussi souligner l'importance de cette approche globale du point de vue de la réglementation des conditions d'emploi dans le secteur. Les partenaires sociaux interprofessionnels qui négocient l'assurance chômage n'ont pas entre les mains les leviers de la maîtrise du dispositif qu'ils mettent en place. Ces leviers, ils sont extrêmement répartis. S'agissant de la définition des secteurs d'activité et des métiers qui peuvent relever des annexes 8 et 10, ils relèvent d'une part du législateur et du pouvoir réglementaire qui définit le champ dans lesquels peuvent s'utiliser le contrat d'usage, et d'autre part de la négociation collective professionnelle qui définit les secteurs d'activité et les métiers qui relèvent des annexes 8 et 10. De ce point de vue-là, l'assurance chômage enregistre les décisions qui peuvent être prises soit par l'État, soit par la négociation professionnelle de la branche. S'agissant des conditions d'exercice et de la question des licences de spectacle, qui conditionnent aussi la maîtrise des conditions d'emploi dans ce secteur, ça relève de la compétence du ministère de la Culture. Donc on voit bien qu'on a, en termes d'éléments de pilotage, de coordination des conditions d'emploi dans le secteur culturel, une multiplicité d'intervenants, et je pense que c'est une des difficultés de l'exercice que vous conduisez que d'avoir une vision d'ensemble de la coordination, de la cohérence des interventions de ces différents acteurs. Voilà. Ensuite, il y avait quelques questions sur la lutte contre la fraude et certaines dérives. Je voudrais souligner le fait qu'en matière de lutte contre la fraude, ça a été très fortement documenté par de nombreux rapports depuis maintenant de nombreuses années, et que beaucoup d'actions ont été entreprises pour pouvoir contrôler de la manière la plus efficace possible le fonctionnement de l'indemnisation du chômage dans ce secteur. On a mis en place des traitements nominatifs qui n'existent pas dans les autres secteurs de l'économie, sauf pour l'intérim. Donc des déclarations nominatives des employeurs, déclarations nominatives des salariés, le guichet unique pour les employeurs occasionnels. On fait des rapprochements entre ces différentes déclarations vues du côté des employeurs et vues du côté des salariés pour détecter des risques de fraude, et on a mis en place également des échanges de fichiers avec la caisse des congés spectacles, là aussi pour pouvoir croiser les informations et détecter des situations à risque. Ces situations à risque font l'objet d'échanges réguliers avec les URSSAF qui sont saisis pour pouvoir procéder, le cas échéant, à des contrôles sur place. Donc je pense qu'on a un dispositif qui est extrêmement précis en termes de suivi des déclarations des employeurs et des salariés. Ça n'évite évidemment pas tout risque de fraude, surtout quand, et c'est là où l'assurance chômage est le plus en difficulté, que ce soit dans ce secteur-là ou dans d'autres, quand la fraude résulte d'une collusion entre l'employeur et les salariés. Au titre de ces dérives, vous nous avez interrogé également sur la situation des permittents. Juste un chiffre, bon, c'est un sujet qui... Voilà,
faut prendre là aussi des critères pour pouvoir un peu cerner cette question-là. Celui qui est habituellement retenu, c'est des salariés, des intermittents qui font plus de 900 heures dans l'année pour le même employeur. Ce qu'on constate sur les dernières années, c'est qu'on a plutôt un léger tassement du nombre de permittants définis dans ce sens-là. Ils étaient un peu plus de 5% en 2007, ils sont 4% en 2010. Voilà sur les principaux points, me semble-t-il, en réponse à vos questions. Merci. Alors, je suggère que le rapporteur propose d'affiner ce raisonnement et après on passera la parole à nos collègues. Merci, Monsieur le Président, et merci aux représentants de l'UNEDIC pour leur présentation et le travail que ça suppose. Donc, on vous avait envoyé un questionnaire, parce que tout le monde a bien compris qu'on est dans des sujets assez techniques, mais au cœur de notre réflexion. Je voulais poursuivre de quelques questions rapidement. Une qu'on avait oublié de vous poser, quand même, qui est aussi au cœur, c'est: vous pouvez nous rappeler un peu les plafonds qui existent, plafonds d'indemnisation, comment ils sont calculés, etc. Et vous voyez, c'est la question un peu people, là. C'est: est-ce que Depardieu, il a touché, il touche pas? Enfin, je prends Depardieu parce qu'il s'est mis au cœur de l'actualité, mais vous voyez, je pense que c'est bien, même pour le grand public, de rappeler certaines choses là-dessus. Sur des questions plus précises, je vais peut-être nous faire passer, mais j'imagine que vous l'avez prévu, un petit tableau synthétique sur la comparaison, comment ça fonctionne et les chiffres sur annexe 4 et annexe 8 et 10. Vous en avez parlé, hein, donc je le note, mais je comprends que je pensais mieux que vous nous passiez un tableau. Sur la question, quand on bascule sur une autre annexe, vous nous avez bien expliqué, mais vous ne nous avez pas dit dans ces cas-là si les cotisations, vous les comptez dans quelle annexe, hein? Si on pense être en 8 et 10, mais finalement on n'a pas le nombre d'heures suffisantes, on bascule en 4, est-ce que vous continuez de compter les cotisations en 8 et 10? On a un problème sur les chiffres, hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on n'arrive pas à avoir des chiffres complètement cohérents entre ce que vous nous indiquez, les tableaux qu'on a, les tableaux de Pôle emploi, les tableaux de la caisse des congés des spectacles? Là, il y a un sujet. Peut-être que vous avez un début d'explication. Sur la fraude, vous y êtes revenu. Vous nous avez fait un préliminaire au début sur le dire que vous êtes, vous, les gestionnaires. Quand même, est-ce que vous avez une idée des discussions qu'il y a sur le calendrier, puisqu'on est dans une année de renégociation de la convention UNEDIC? Est-ce que vous avez une idée du calendrier? Vous comprenez bien que c'est important pour nous. Régime général, régime particulier, enfin les annexes, sachant qu'il faut que ça soit conclu avant la fin de l'année. Des fois, il y a des prolongations, mais qu'aussi, et ça sera un dernier type de question, que suite à l'accord qui est intervenu entre les partenaires sociaux la semaine dernière, l'accord fait des propositions qui nécessitent aussi la négociation. Est-ce que ça va accélérer le calendrier ou pas? Et puis plus généralement, j'imagine que vous avez regardé de près cet accord. Est-ce que vous pensez qu'il peut d'une manière ou d'une autre impacter nos réflexions, notamment puisque l'accord a repris pour le régime général un dispositif de surcotisation, et finalement, vous avez rappelé les chiffres, finalement, la surcotisation la plus forte étant de 7%. Pour la cotisation patronale, finalement, c'est celui qui existe dans le système du CDDU. Finalement, c'est le même chiffre. Vous avez dit, la cotisation patronale. Mais est-ce que la surcotisation est à comprendre dans l'accord comme une surcotisation générale? Donc, est-ce que les pourcentages supplémentaires, ils viendraient s'ajouter aux 3%? Et puis, il a échappé à personne. Est-ce que c'est juste un hasard sémantique qu'il était prévu dans l'accord une réflexion sur une expérimentation sur un contrat d'intermittence, mais alors là, qui s'adresserait à l'ensemble des salariés? Est-ce que ça, j'imagine que ça va interroger tout le monde. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard sémantique,
ou est-ce que ça peut impacter les discussions que nous avons là? Bon, la richesse des questions vous conduit peut-être à répartir les réponses. Je vous en prie, monsieur Destiné. Bon, je vais peut-être faire. Je laisserai Jean-Paul Domer répondre sur les plafonds d'indemnisation et puis Pierre Cavard sur la comparaison entre les différents chiffres. Je vais commencer par répondre sur les autres questions. Sur la comptabilisation des cotisations, d'abord, il n'y a pas de comptabilisation au sens propre. Dans les comptes de l'assurance chômage, les recettes sont comptabilisées dans le même compte. Donc il ne s'agit pas de comptabilisation au sens formel du terme, il s'agit plutôt d'un suivi que nous faisons des recettes et des dépenses en essayant d'analyser leur composition. Et d'ailleurs, à ce jour, on ne fait même pas, on n'a pas de répartition très précise entre les recettes qui relèvent de l'annexe 8 et celles qui relèvent de l'annexe 10. Bon. Donc on essaie d'avoir un suivi par composante. Il est clair que ce que nous suivons au titre des recettes des annexes... Dit autrement, ça veut dire qu'il n'y a pas de comptes spéciaux, si on peut dire. Il y a une reconstitution a posteriori des comptes pour voir où on va, quoi. C'est ça. Voilà, et donc, effectivement, ce que nous comptabilisons comme une recette au titre des annexes 8 et 10, c'est ce qui est lié au fait que le taux de contribution est plus élevé pour ces annexes-là que pour le régime général. Donc, voilà. Donc, effectivement, quelqu'un qui travaille sur un métier relevant de l'intermittence dans le cadre d'un contrat d'usage va avoir une cotisation qui est celle des annexes 8 et 10, même si ultérieurement, compte tenu des règles de coordination qu'on a rappelées tout à l'heure, cette période d'emploi lui sert à constituer un droit au titre du régime général. Alors ensuite, les questions qui sont liées à renégociation, l'accord négocié la semaine dernière. Bon, donc je vais répondre évidemment avec la prudence requise. De ce que je comprends de l'accord et des échanges que j'ai pu avoir avec les partenaires sociaux depuis au cours de cette semaine, moi, ce que je comprends, donc, c'est que, effectivement, vous l'avez rappelé, la convention d'assurance chômage vient à échéance en décembre 2013, donc elle doit être renégociée dans le courant de l'année. Que cette négociation devrait plutôt avoir lieu dans la deuxième moitié de cette année. C'est ce qui me semble ressortir des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la négociation sur l'accord de la semaine dernière. Ensuite, les deux questions plus spécifiques sur la surcotisation et le contrat d'intermittence. Contrat d'intermittence, c'est simple. Le texte du projet d'accord précise bien qu'il s'agit... Enfin, d'abord, le contrat de travail intermittent existe déjà dans le Code du travail, en dehors de la question des intermittents du spectacle. Donc, c'est pas, en tant que tel, ce n'est pas une nouveauté juridique. L'expérimentation qui est visée par le projet d'accord de la semaine dernière définit dans ses annexes des secteurs au sein desquels ce contrat de travail intermittent sera expérimenté. La liste en est limitative. Il y a 3 secteurs. Les organismes de formation, à l'exclusion des salariés formateurs en langue. Le secteur du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs. Et les chocolatiers. Voilà, ça c'est les... C'est important pour notamment ceux qui nous regardent de bien avoir précisé que le contrat d'intermittent, finalement, ça n'a rien à voir avec le CDDU. Hein, voilà, parce que sinon, il ne faudrait pas qu'une confusion s'installe. Et je pense que c'était mieux que vous le précisiez et que dans les annexes de l'accord, il est bien précisé que voilà, vous avez rappelé sur qui ça porterait. Alors, ensuite, la question de la surcotisation est une question voilà, qu'on est en train d'examiner et de faire l'objet d'échanges. Bon, ce que je comprends moi à ce stade, c'est que donc le projet d'accord prévoit plusieurs types de surcontributions en fonction de la nature des contrats de courte durée, et il prévoit notamment un taux de 4,5% pour les
contrat à durée déterminée d'usage. Ce que je comprends de ce texte, c'est que cette majoration du taux de contribution devrait également s'appliquer sur le champ des annexes 8 et 10. Il y a des CDDU dans d'autres secteurs. Mais donc la lecture que vous faites, c'est que la surcotisation s'adresserait. Donc là, on disait c'est une surcotisation patronale. Donc là, on est à 7%, alors que dans le régime général, on est à 4%. Donc vous pensez que la surcotisation, là, donc ça va amener des recettes supplémentaires? Oui, sans doute. Que j'en avais fait, mais enfin, vous êtes plus informé que moi. Donc oui, c'est une donne importante pour nous. Voilà, sur ces points liés au dernier accord. Sur les autres sujets, Jean-Paul, sur les plafonds d'indemnisation. Sur le plafond d'indemnisation, donc ces plafonds sont prévus par les textes, donc dans l'annexe 8 et dans l'annexe 10. Donc il y a... Comment? Oui. Alors, le texte dit que c'est l'article 25 de chacune de ces annexes. Pour l'annexe 8, le plafond est limité à 34,4% de 1/365e du plafond annuel des contributions d'assurance chômage. Alors, ce plafond annuel des contributions d'assurance chômage, il est 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Je l'avais là. Voilà. Oui. Il est alors le plafond. Le plafond mensuel, si vous préférez, de l'assurance chômage est 12 124 €. Donc, une allocation mensuelle plafonnée donc, est égale par mois à 34,4% de ce plafond. Bon, sachant que c'est l'approximation parce que l'allocation est journalière en réalité. Hein. Enfin, c'est pour ça que je disais qu'on prend le plafond annuel et on en fait le 1/365e. Plafond de l'indemnisation qu'on peut toucher. Donc c'est de l'ordre de 4 000 € par mois, quoi. De l'indemnisation, de l'allocation. Pour l'annexe 8. Pour l'annexe 10. C'est-à-dire que c'est un plafond qui fonctionne comme un écrêtement. Hein, quelqu'un qui a un énorme cachet, si jamais il vient et il dit il ne pourra pas toucher plus de quelque chose qui doit être quelque chose comme ça. C'est là qu'on se rend compte. Les 4170, c'est par mois. Enfin, excuse-moi, les 34. C'est par mois. Pardon. Sur les réponses au rapporteur, alors allez-y, Monsieur Cavard, comme ça après tu avais une question qui t'avait échappé, je crois. J'ai entendu tout à l'heure que tu avais oublié quelque chose. Bon. Alors, Monsieur Cavard. Simplement sur les chiffres émanant des diverses sources. Concernant les chiffres sur les allocataires intermittents du spectacle, on est sur les mêmes sources entre Pôle emploi et l'UNEDIC. Hein, c'est un fichier qui capte l'indemnisation des allocataires. Pôle emploi diffuse également trimestriellement des statistiques sur les employeurs de salariés intermittents qu'il peut avoir grâce aux bordereaux de contribution mensuels sur ces secteurs. Concernant les statistiques issues d'audience, c'est pas le même champ en termes de population
Là, on est sur la totalité de la population en emploi dans les secteurs du spectacle. Et concernant la caisse des congés spectacles, le champ, c'est la population totale en emploi intermittent dans le spectacle. Sinon, bien sûr, à l'intérieur de chacune de ces sources, on a également plusieurs types de concepts. On publie généralement des données sur les effectifs indemnisés en fin de période. C'est les 89 000 personnes en annexe 8 et 10. On publie aussi des données sur les flux d'entrée, les flux de sortie de manière classique. Et on peut peut-être compléter la réponse en disant qu'on a fait il y a quelques années des travaux de comparaison entre les salariés, les personnes connues par l'assurance chômage et celles connues par la caisse de congés spectacle. Donc Pierre Cavard a bien indiqué que le champ de la caisse des congés spectacle est plus large que celle des intermittents allocataires de l'assurance chômage. Néanmoins, ce qu'on a constaté, c'est que à 90%, à 99%, pardon, les allocataires de l'assurance chômage sont connus de la caisse des congés spectacle. Donc on est bien sur une différence de champ et pas sur une incohérence des données de base. Bien, merci. Alors, je suggère que nous passions aux questions de nos collègues. Monsieur Rogemont. J'ai entendu parler de nouvelles dispositions éventuelles. Enfin, je sais pas, est-ce que vous-même, j'ai compris, enfin, je vais prendre différemment. Vous vous êtes présenté tout à l'heure en tant que gestionnaire et non pas en tant que négociateur. Donc, en ce sens, vous n'êtes pas en charge de mettre en place un nouveau dispositif. Pour autant, vous avez une fonction de conseil, probablement, je pense. Et dans cette fonction de conseil, j'ai cru comprendre qu'on pouvait avoir des systèmes qui plafonneraient un peu plus le dispositif des annexes 8 et 10. Je n'ai pas tout compris d'ailleurs de ce que les syndicats, soit employeurs, soit salariés du secteur, nous ont dit. Est-ce que vous, là-dessus, vous avez quelques éclairages et des réflexions que vous avez faites sur ce sujet-là? Monsieur. À ce stade, on n'a pas fait de travaux particuliers sur l'évolution de réglementation dans le champ des annexes 8 et 10. Donc, j'ai pas d'éléments de réponse à vous apporter à ce stade. On suit évidemment ce que peuvent dire les personnes que vous auditionnez sur des possibilités d'évolution de réglementation. Mais à ce stade, on n'a pas été formellement saisi par telle ou telle organisation patronale ou syndicale de questions liées à l'évolution de la réglementation. Vous n'avez aucune, dès lors que la négociation n'est pas encore entamée, ça veut dire que dans votre réponse, au point où vous en êtes aujourd'hui, vous n'avez aucune réflexion sur une amélioration financière, j'entends bien, hein, puisque du dispositif, quoi. La réflexion, c'est un peu ce que je vous ai dit dans la première partie de mon intervention. C'est dans un premier temps de poser clairement le diagnostic et l'analyse de la situation et de comprendre quels sont les éléments qui structurent et qui expliquent le déséquilibre financier des annexes 8 et 10. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui est imputable spécifiquement au fait qu'il y a des règles dérogatoires? Qu'est-ce qui est imputable à je dirais, la structure de l'emploi entre les emplois permanents et les emplois de courte durée dans le secteur, et quels sont les leviers qui permettraient d'équilibrer un peu les choses. C'est ce que je vous ai dit au début de mon intervention. On n'est pas rentré aujourd'hui dans des analyses plus précises en termes d'évolution de la réglementation. Alors, monsieur Rogemont toujours, et puis Fanelli Carré-Comte. Excusez-moi. Pour voir si j'ai bien compris ce que vous avez dit, relativement aux annexes 8, d'une part, 10, d'autre part, vous avez une vision assez exacte de la dépense pour l'annexe 8 et de l'annexe 10, mais pas pour les recettes. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris ça? Et est-ce qu'il y a des moyens d'avoir une vision comparative recettes-dépenses par annexe?
Alors, on n'a pas de vision comptable des recettes. Évidemment, on a une vision comptable des dépenses. Ça, voilà, il y a des règles spécifiques et on sait dire annexe par annexe combien on dépense, et même individu par individu, on sait dire combien on dépense. Évidemment. Je ne vais pas vous inquiéter. Bon, sur les recettes, il n'y a pas aujourd'hui de système de déclaration individuelle. Bon, le projet existe avec la déclaration sociale nominative, donc peut-être que dans un avenir pas tout à fait proche, mais à l'avenir, on pourra avoir des analyses plus fines. Aujourd'hui, on a des déclarations globales des entreprises. Bon. Néanmoins, il y a des domaines qui sont identifiés, sur lesquels on ne se trompe pas beaucoup. Les contributions dues au titre des annexes 8 et 10, on est sûr de ce que ça représente. Parce que là, il y a des règles spécifiques, donc on est sûr de ce que ça représente. Les contributions versées pas au titre des intérimaires, j'allais dire par les sociétés d'intérim, non, au titre des intérimaires, ça aussi c'est extrêmement précis parce qu'il y a une déclaration spécifique. Et donc ça, on le suit et on sait dire. Par contre, là où on rentre dans l'évaluation, mais je pense que ce qu'on vous a dit est suffisamment robuste en termes d'évaluation et d'appréciation du déséquilibre. Là, on rentre dans une évaluation, c'est que c'est par rapport aux règles de coordination qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est le fait que un salarié, il peut avoir des activités qui relèvent d'annexes différentes, du régime général, d'annexes différentes. Et donc, quand on fait une hypothèse de méthode pour pouvoir structurer des constats et des analyses, on pose comme hypothèse de méthode, ce que j'ai fait tout à l'heure, que les cotisations qu'on perçoit au titre des CDD, qu'on peut évaluer parce qu'on connaît la masse salariale des CDD au travers de différentes sources, on fait l'hypothèse que les contributions versées au titre des CDD sont enfin, il y a une relation entre ces contributions et les allocations perdues par les personnes qui sont inscrites après avoir perdu un CDD. Mais la mise en relation, elle n'est pas complètement pure. Mais c'est une appréciation, je pense, qui permet de poser les bons ordres de grandeur, mais pas forcément, ce n'est pas une appréciation comptable. Mais je pense que le diagnostic est solide. Merci. Madame Carré-Comte. Oui, c'était pour prolonger un petit peu sur cette question des recettes et revenir sur ce que vous avez dit sur l'interprétation que vous faites des suites de la conclusion de l'accord national interprofessionnel la semaine dernière, puisque vous disiez que le champ des annexes 8 et 10 serait donc concerné par les surcotisations. Est-ce que vous avez une estimation des recettes potentiellement nouvelles générées par cette situation? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé? Alors l'accord, il est encore, enfin le projet d'accord même, il est encore tout récent, donc on n'a pas eu le temps de faire tourner nos chiffrages sur ce sujet-là. Et puis j'insiste, voilà, pour l'instant c'est la lecture, c'est une lecture de l'accord avec les questions qui se posent sur... voilà, il y a une clause qui concerne la cotisation des contrats d'usage dans l'accord, avec un taux qui est de 5%, de 4,5% pardon, dans le projet d'accord pour les contrats d'usage. Jean-Paul Domergue vous a dit tout à l'heure que s'agissant des annexes 8 et 10, on a un taux de contribution qui a double titre différent aujourd'hui de celui du régime général, puisque le taux est le double, mais il est plus faible que le double. Au moment où il a été mis en place, c'était vraiment le double du taux du régime général, mais comme le taux du régime général entre-temps a été majoré, on n'a plus cette directe proportionnalité. Voilà, donc aujourd'hui, je ne sais pas vous dire, je pense que c'est une question qui se posera à la suite de la signature de l'accord, je ne sais pas vous dire exactement comment vont se coordonner, comment va se coordonner la disposition qui figure dans le projet d'accord et ce qui figure dans les règles actuelles de contribution au titre des annexes 8 et 10. Voilà, donc ça, pour moi, ça reste un sujet de travail et à préciser. Peut-être pour préciser, ça veut dire que c'est un accord. Encore faut-il qu'il soit repris. Enfin, normalement, c'est les mêmes qui négocient, donc il devrait être. Enfin, formellement, il faut qu'il soit repris
part dans le cadre de la négociation. Voilà, la négociation qui a eu lieu là ne se substitue pas à la négociation à venir sur la nouvelle convention UNEDIC. On peut penser qu'il y a une cohérence, puisque à ma connaissance, c'est les mêmes acteurs, mais enfin, il y a quand même des étapes à passer, plus une partie législative aussi. Hein. D'ailleurs, c'est pas facile de faire ce qui relève de la négociation des partenaires sociaux, la partie législative. Mais enfin, si on fait un calcul même au maxima, c'est-à-dire qu'on dit on rajoute 3% à tout le monde, ça fait que 70 millions de recettes à tout casser. Je suis pas sûr de vous suivre dans ce calcul, mais oui. Vous êtes d'accord sur comment se négocie? J'apporterai juste une précision sur la première partie. Moi, ce que je comprends du texte du projet d'accord, c'est que la partie sur la modulation des contributions ferait l'objet d'un avenant à la Convention d'assurance chômage avant une renégociation. Enfin, le texte dit Ben non, moi je ne fais que lire l'accord, le projet d'accord. Dans l'article 4 du projet d'accord, il est fait allusion à une... je ne sais plus quels sont les termes, Jean-Paul, je n'ai pas repris le texte sous les yeux, mais sur la partie contribution à l'assurance chômage, donc la question des contrats à durée déterminée, l'objectif qui est fixé dans le projet d'accord, c'est une mise en œuvre au 1er juillet 2013. Donc là, vous pensez que la mise en œuvre de la modulation ou la surcotisation se ferait avant la renégociation de la convention UNEDIC, c'est ça, vous nous dites, sous forme d'un avenant à la convention actuelle. C'est exact. L'article 4 commence par un avenant à la convention d'assurance chômage fixera. Non, mais ça, on en était certain, monsieur le rapporteur. Madame Carré-Comte, vous avez l'éclairage suffisant? Pas d'autres questions, monsieur Cavard. Christophe, il n'a pas de questions à poser à monsieur Cavard, Pierre? Ah, c'est pas monsieur Cavard? Monsieur Daniel. Madame Duby-Muller, pas de questions. Monsieur le rapporteur, je crois que vous voulez vous mettre d'accord avec la délégation pour des échanges de documents. Oui. Non, c'est bien ça? Vous prenez 5 minutes? Oui. Monsieur le directeur, messieurs, merci infiniment pour votre participation qui, me semble-t-il, a bien éclairé notre rapporteur. C'est bien ça, monsieur le rapporteur? Vous avez été bien éclairé par les... Merci. Très bien. Il est indiscipliné, le rapporteur, ce matin. Là. Bon, il est distrait. Merci.